Dans cette vidéo, nous allons décrire les troubles du neurodéveloppement et l'intérêt de la médiation équine dans cette indication. Le neurodéveloppement recouvre l'ensemble des mécanismes, c'est-à-dire le développement des neurones et de leurs connexions, qui, dès le plus jeune âge, et même avant la naissance, structurent la mise en place des réseaux du cerveau impliqués dans la motricité, la vision, l'audition, le langage, la cognition et les interactions sociales. Les troubles du neurodéveloppement se caractérisent par une perturbation du développement de l'enfant dans un ou plusieurs secteurs de son développement, entraînant un retentissement sur le fonctionnement adaptatif et les apprentissages. Ces anomalies du neurodéveloppement semblent liées à des anomalies cérébrales d'échange et de traitement des informations qui s'accompagnent de déficits des fonctions neuropsychophysiologiques impliquées dans le développement. On considère actuellement qu'il y a interaction entre des facteurs de vulnérabilité génétique, c'est-à-dire de gènes impliqués dans le développement cérébral, et de facteurs environnementaux. Parmi les troubles du neurodéveloppement, on distingue le trouble du développement intellectuel, les troubles du spectre autistique, les troubles neuromoteurs, les polyhandicaps, les troubles du langage, les troubles spécifiques des apprentissages, les troubles sensoriels, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ces troubles sont répertoriés dans les classifications nosographiques internationales comme le DSM-5 et la CIM-11. Ces différents troubles neurodéveloppementaux peuvent être plus ou moins intriqués entre eux et associés à d'autres pathologies, en particulier neurologiques. Il est intéressant d'avoir une approche dimensionnelle en considérant les problématiques associées, le niveau d'atteinte et de besoin de soutien. Les troubles du neurodéveloppement touchent donc un ou plusieurs secteurs du développement. La cognition, ce qui entraîne un trouble du développement intellectuel, la communication, comme dans le trouble du spectre autistique et le trouble du langage oral, la motricité, entraînant des troubles neuromoteurs, des troubles de la coordination, l'attention, ce qui provoque un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, la sensorialité dans ses différentes modalités, vision, audition, tact, goût, proprioception et régulation de toutes les informations sensorielles, et les apprentissages, ce sont les troubles 10 qui touchent le langage écrit, les praxies, le calcul. Le trouble du développement intellectuel est caractérisé par une atteinte du fonctionnement intellectuel et du comportement adaptatif qui débute durant la période développementale. Il y a des déficits des fonctions intellectuelles telles que le raisonnement, la résolution de problèmes, la planification, la pensée abstraite, le jugement, les apprentissages académiques et l'apprentissage par l'expérience. Ce trouble a donc un impact sur le langage, sur le comportement adaptatif, sur les habiletés conceptuelles, sociales et pratiques, et sur les apprentissages scolaires. Le niveau de sévérité devrait maintenant être défini d'après le fonctionnement adaptatif plutôt que d'après les scores obtenus au test de quotient intellectuel, puisque le comportement adaptatif définit mieux le niveau de support nécessaire. Le diagnostic de retard global de développement s'applique aux enfants de moins de 5 ans lorsque la sévérité ne peut être évaluée de façon précise et que le développement ne correspond pas aux étapes développementales normales dans plusieurs sphères du fonctionnement intellectuel. Lorsqu'on parle d'autisme, le terme actuellement utilisé est celui de trouble du spectre autistique, ou TSA, du fait de la grande diversité des formes cliniques. L'autisme est un syndrome qui se caractérise dès le plus jeune âge et tout au long de la vie par des altérations des fonctions de communication et d'adaptation sociale. On estime actuellement que la prévalence est de 1 cas sur 100, avec une fréquence plus élevée chez les garçons que chez les filles. Les avancées scientifiques ont montré que les anomalies cognitives, sensorielles, comportementales
étaient liés à des altérations du développement et du fonctionnement de réseaux neuronaux. Ces troubles sont partagés par des personnes très différentes selon le degré de sévérité, mais aussi du fait de leur association à d'autres pathologies. Le spectre de l'autisme s'étend de l'autisme grave avec troubles associés, en particulier neurologiques, jusqu'à l'autisme à haut niveau de fonctionnement et le syndrome d'Asperger. Il faut donc considérer que chaque enfant autiste est unique, avec un fonctionnement et des besoins qui lui sont propres. Les critères diagnostiques définis par le DSM-5, là c'est la classification américaine, sont d'une part le déficit de la communication et des interactions sociales, d'autre part le caractère restreint et répétitif des comportements et des intérêts. Dans le domaine de la communication et des relations, les signes sont un déficit de réciprocité sociale ou émotionnelle, un déficit des comportements non verbaux, un déficit du développement, du maintien et de la compréhension des relations. Le caractère répétitif se traduit par des mouvements répétitifs ou stéréotypés, une intolérance au changement, une adhésion inflexible à des routines, des intérêts restreints et anormaux dans leur intensité ou dans leur but, une hyper- ou hyporéactivité aux stimulations sensorielles, avec un intérêt inhabituel pour les aspects sensoriels de l'environnement, par exemple un intérêt pour les lumières ou pour certaines textures. En ce qui concerne les troubles du langage, il faut considérer que le langage comprend plusieurs domaines. La phonologie, c'est-à-dire les sons, le lexique, c'est le vocabulaire, la syntaxe, c'est la grammaire, et la pragmatique, c'est-à-dire le sens général du discours et l'habileté à utiliser le langage. Le trouble du langage peut concerner le langage oral ainsi que le langage écrit. Et son exploration porte sur deux versants. Le versant réceptif, c'est la compréhension, et le versant expressif, c'est la production. Les troubles de l'évolution du langage peuvent être isolés ou associés à d'autres troubles. Les troubles isolés sont soit fonctionnels, comme le retard simple de parole et de langage, soit structurels et spécifiques, comme la dysphasie. Les troubles du langage peuvent être associés ou secondaires à une déficience intellectuelle, à une surdité, une paralysie des organes phonatoires, une atteinte cérébrale, des troubles de la communication, dont l'autisme, des carences psycho-affectives, des troubles du comportement, un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ils peuvent également être entraînés ou majorés par des difficultés socio-éducatives. Les troubles spécifiques des apprentissages constituent ce qu'on appelle la constellation des dys, qui inclut la dyslexie, qui est un trouble de l'acquisition de la lecture, la dysorthographie, qui est un trouble de l'acquisition de l'orthographe, la dyscalculie, qui est un trouble de l'acquisition des compétences numériques et des habiletés mathématiques, et la dyspraxie, qui est un trouble de la conception, de la programmation et de la réalisation des gestes. Ces troubles sont souvent associés à des troubles de la coordination, à un déficit de l'attention, à des difficultés psychologiques et des difficultés comportementales. Et de plus, ils sont souvent intriqués entre eux. Le polyhandicap est défini comme un handicap grave à expression multiple, avec une déficience motrice et une déficience mentale sévère ou profonde, entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation. Le polyhandicap résulte d'un dysfonctionnement cérébral précoce. C'est une situation évolutive de grande vulnérabilité physique, psychique et sociale, au cours de laquelle certaines de ces personnes peuvent présenter, de manière transitoire ou durable, des signes de la série autistique. Des progrès ont été faits pour le dépistage et les soins précoces, pour le diagnostic développemental, pour le diagnostic des troubles associés qui peuvent être neurologiques, orthopédiques, sensoriels, viscéraux, des difficultés alimentaires, et progrès aussi pour la compréhension des dysfonctionnements. Ce sont des situations qui nécessitent un travail
en partenariat avec les différents spécialistes ainsi qu'avec la famille. En ce qui concerne l'indication de la médiation équine, un avis orthopédique est nécessaire afin d'évaluer d'éventuelles contre-indications. Il faut savoir que même si le handicap est important, il y a toujours des possibilités d'apprentissage et de progrès pour la relation, la communication, la motricité, et que les soins précoces permettent d'éviter des complications. La médiation équine dans le parcours de soins des personnes avec troubles du neurodéveloppement s'intègre dans un réseau de soins en lien étroit avec les parents et vient en complément des autres interventions qui sont pluridisciplinaires, thérapeutiques, éducatives, scolaires, familiales, sociales, éventuellement professionnelles pour des adultes. Elle doit être basée sur un projet personnalisé établi d'après les évaluations des difficultés et des potentialités. Alors, quel est l'intérêt de la médiation équine dans les troubles du neurodéveloppement? Tout d'abord, la médiation équine se déroule dans un contexte ordinaire, motivant et valorisant. D'autre part, le cheval, ou le poney quand il s'agit d'enfants, est un animal sociable, hypersensible à l'environnement, au comportement et aux émotions d'autrui. Il apaise et il sert d'intermédiaire pour la relation avec autrui. C'est un allié, un partenaire, et on peut dire que la triade patient, cheval, thérapeute constitue un trio gagnant. En médiation équine, il s'établit une communication qui permet d'apprendre à exprimer et gérer ses émotions, à tenir compte d'autrui, à exercer certaines fonctions cognitives, sensorielles et motrices, à développer des stratégies adaptatives, à favoriser l'initiative et la confiance en soi et à mieux percevoir son corps. Les fonctions qui sont impliquées dans le développement des modalités sensorielles, perceptives, relationnelles et cognitives sont exercées grâce à la médiation du cheval. Ces fonctions sont l'attention, la perception, l'association, l'imitation, l'intention, le contact, la communication, le tonus et la motricité, ainsi que la régulation émotionnelle. La médiation équine permet d'agir sur plusieurs domaines. Premièrement, la communication et la relation avec autrui. On va travailler l'attention conjointe, le contact par le regard, la communication non verbale et verbale, les échanges. Deuxièmement, elle agit sur l'adaptation à l'environnement. La tolérance au changement et les stratégies adaptatives vont être entraînées. Troisièmement, action sur la régulation cognitive. Toutes les capacités cognitives sont mises en œuvre. Attention, association, planification des actions, organisation dans le temps et dans l'espace, résolution de problèmes, raisonnement, représentation mentale, intentionnalité, relation moyen-but, imitation. Quatrièmement, action sur la régulation du comportement moteur. Ce sont l'ajustement tonico-postural, la conscience du corps, la stabilité qui sont favorisées. Cinquièmement, la médiation équine va aussi agir sur la régulation sensorielle, en exerçant le traitement et la modulation des informations sensorielles. Et enfin, sixièmement, la régulation émotionnelle est exercée par l'intermédiaire du partage et de l'expression des émotions, du calme et de la détente, de la mise en confiance et de l'estime de soi. Au total, les interactions entre l'enfant et le cheval, étayées par le thérapeute, permettent de favoriser l'inclusion sociale, c'est une activité en milieu ordinaire, de faciliter l'échange et la communication, de développer la confiance en soi, d'exercer les systèmes d'adaptation, de régulation et de traitement des informations, d'entraîner et réguler certains processus psychophysiologiques et de faire certains apprentissages. On retiendra que chaque personne avec trouble du neurodéveloppement est unique quant à ses particularités et ses besoins, qu'il faut donc prendre en compte les difficultés, mais aussi les compétences et adapter les activités aux besoins de la personne, qu'il est indispensable de travailler en réseau, d'établir des objectifs, de respecter certains principes et d'informer les parents. Alors pour finir,
Voici quelques références bibliographiques.